Et merci à Lilian Thuram de nous avoir rejoints donc pour cet échange, cette discussion. Lilian, on vous connaît à double titre comme un footballeur, champion du monde euh, avec 142 sélections en équipe de France. Je vous connais aussi comme un homme engagé avec votre fondation que vous avez créée en 2008, qui porte votre nom. N'hésitez pas à vous exprimer en public sur les sujets qui touchent notamment à l'altérité, à la lutte contre le racisme. Et on vous connaît aussi en tant qu'auteur. Le dernier livre qui est là, qui est sorti, La pensée blanche. Nous y reviendrons certainement, que vous avez sorti donc chez Philippe Ray. Cette année, Lilian, elle est exceptionnelle, avec notamment la mort de George Floyd et le sport mondial qui s'est trouvé au cœur du mouvement Black Lives Matter. Ce que vous a inspiré les diverses manifestations des sportifs autour de ce mouvement Black Lives Matter? Alors, tout d'abord, pour ce qui concerne les États-Unis, c'est tout à fait compréhensible parce que historiquement, les athlètes ont toujours participé à la lutte pour l'égalité. Donc, ça ne m'a pas surpris. Ce qui m'a surpris, effectivement, c'est que dans certains pays, effectivement, on a vu notamment des joueurs de foot, parce que, bon, comme je suis de ce milieu-là, je regarde plus volontiers. J'ai vu des équipes qui, effectivement, ont participé aussi à cette lutte pour l'égalité. Et j'ai vu aussi, par contre, des pays où on ne l'a pas fait aussi. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai mes deux garçons qui jouent au foot, un qui joue en Allemagne. D'ailleurs, lui avait participé aussi à cet accompagnement de ce mouvement pour l'égalité en mettant le genou à terre. Et en Allemagne, il y a eu à un moment donné une discussion à savoir est-ce qu'il fallait empêcher les joueurs de participer à ces mouvements dits politiques. Et donc, ils ont décidé qu'il ne fallait pas empêcher les joueurs de s'exprimer sur ces sujets. Et on a vu qu'après, que les équipes, avant les matchs, tout le monde se mettait à genoux pour participer à cette lutte pour l'égalité. Et en Angleterre aussi, ça s'est fait. Et de mémoire, en tout cas, je ne sais pas, mais je pense qu'en France, par exemple, je ne l'ai jamais vu. Ça aussi, c'est très intéressant à observer. Et qu'en pensez-vous? Comment vous l'analysez sur le fait qu'il n'y a pas eu moins d'engagement en France? Et d'ailleurs, à propos de votre fils, Marcus, je crois même que c'est l'un des tout premiers sportifs à avoir mis le genou à terre après la mort de George Floyd. J'avais vu passer une alerte dans l'équipe. Comment vous analysez le fait qu'en France, justement, il n'y ait pas eu ce retentissement? Ça montre un petit peu une certaine non-pensée du racisme, c'est-à-dire qu'en fait, le racisme n'existerait pas en France. C'est comme cela que je vois, c'est-à-dire que les institutions défendent l'idée qu'en France, les choses vont assez bien pour ne pas s'en saisir, parce qu'encore une fois, les institutions sportives auraient pu se saisir de cette occasion pour dénoncer le racisme. Et donc, je pense que c'est à l'image de notre société, malheureusement, où effectivement, il y a des personnes qui défendent l'idée qu'il est important de ne pas voir les couleurs des gens, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une certaine invisibilité du racisme, qui a aussi une volonté de nier ce que certaines personnes souffrent, vivent comme difficulté. Par provocation, j'ai envie de vous demander, est-ce la place d'une fédération, d'un club, de s'afficher, de lutter contre ce problème et de s'engager politiquement? Ça, c'est de la vraie provocation, alors. Mais vous savez, je pense que chacun de nous devons faire en sorte de rendre la société meilleure. Voilà. Et vous savez, les institutions sportives, très souvent, dénoncent le racisme. La FIFA, l'UEFA, la Fédération française travaillent avec des associations qui dénoncent le racisme. Mais effectivement, il faut passer de la dénonciation à des actes. Et très souvent, lorsque vous, avant un match, on dit non au racisme, il faut dire que ça ne suffit pas. Mais en même temps, tu as raison. Je pense qu'il ne faut pas être naïf, en fait. En règle générale, ce sont les sportifs qui vont pousser les institutions à s'intéresser à ces sujets-là. C'est la société civile qui va faire changer les mentalités. D'ailleurs, par exemple, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est très intéressant.
très souvent, on dit que la NBA s'est arrêtée pour dénoncer le racisme. En fait, non. Ce sont les joueurs de la NBA qui ont obligé la NBA à s'arrêter. Et effectivement, lorsque vous vous intéressez aux sportifs américains, eh ben, vous avez historiquement des sportifs de très haut niveau qui ont toujours eu le courage de dénoncer les inégalités dans la société. Donc, c'est une question d'éducation et il faut éduquer les sportifs un peu partout dans le monde à savoir que c'est un piège qu'il ne faut pas tomber lorsqu'on dit que, par exemple, que le football n'a rien à voir avec la politique, que le sport n'a rien à voir avec la politique. Le sport est totalement politique. Totalement. Avant d'en venir au comité olympique, justement, parce que nous sommes dans une année exceptionnelle, rendons quand même grâce à Adam Silver, le manager de la NBA, qui, dès la mort de George Floyd, l'avait dénoncé et avait commencé à réfléchir sur la problématique avant que les joueurs décident effectivement d'arrêter de jouer lors des finales à Disneyland. Pourquoi nous parlons de ça? Parce que Thomas Barr, le président du CIO, très récemment, a appelé les athlètes à rester politiquement neutres à Tokyo. On sait que Tokyo, les Jeux Olympiques, seront certainement le réceptacle de revendications. Il les appelle à respecter la charte olympique. Qu'est-ce que vous pensez, vous, dans ce concept assez extraordinaire de l'engagement de Thomas Barr pour que les Jeux Olympiques restent politiquement neutres? Vous savez, qu'est-ce que c'est la neutralité? Il faut se questionner sur la neutralité. Moi, je pense que lorsqu'on pense être neutre, c'est qu'on laisse les choses en état. Moi, lorsque j'étais joueur de foot et qu'il y avait des bruits de singes sur le terrain de foot, moi, j'étais toujours surpris en fait, que certains pouvaient se penser être neutres, en fait. Mais en fait, il n'y a pas de neutralité. Soit vous dénoncez les inégalités, soit vous dénoncez le racisme, ou effectivement, vous cautionnez. Et la neutralité, très souvent, c'est cautionner ce qu'il existe. Donc, la neutralité n'existe pas. Et effectivement, appeler les sportifs à rester neutres, c'est dire aux sportifs, il y a des choses qui ne vous concernent pas. Vous êtes là que pour divertir les gens. En fait, c'est le contraire qu'il faut que les sportifs fassent. C'est-à-dire que les sportifs ont un pouvoir énorme, en fait. C'est de questionner fortement les sociétés, questionner fortement le monde dans lequel nous vivons. Et je pense que chaque sportif doit avoir le courage, justement, de se positionner et de dire « je ne suis pas d'accord avec ce monde ». Voilà, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que le sport, en règle générale, dans nos sociétés, va dans le sens du business. C'est-à-dire le sport, en règle générale, cautionne le système économique dans lequel nous vivons. Donc, c'est tout à fait compréhensible aussi que quand vous êtes sportif, vous pouvez dire aussi, OK, c'est très bien de faire de l'argent avec le sport, mais nous pouvons utiliser le sport pour rendre la société meilleure. Ça me paraît extrêmement important. Ce matin, nous avons une intervention brillante de Florence Carpentier et de Patrick Lastre. Et Patrick Lastre, justement, a évoqué les changements qu'opérait le comité olympique en fonction des soubresauts de la société et que le comité olympique réagissait justement toujours à la faveur des sportifs qui allaient imposer ces changements. C'est ce que vous réclamez peut-être pour les Jeux olympiques de Tokyo, c'est-à-dire que les sportifs s'expriment à la lumière du Black Lives Matter en ce moment, par exemple? C'est une prise de conscience générale, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde où il y a de plus en plus de violence, où il y a de plus en plus d'égalité. Donc, chacun de nous, nous devons nous poser la question à savoir, est-ce que nous ne devons pas faire en sorte que les choses changent, sportifs ou non sportifs? Nous avons une certaine responsabilité. Et donc, je pense qu'il faut appeler les sportifs, les non sportifs, encore une fois, à prendre position. Parce que chacun de nous, nous sommes des êtres politiques et il faut arrêter de dire qu'il ne faut pas mélanger sport et politique. Non, le sport est avant tout politique. Et donc, il faut inciter les sportifs, de tout âge d'ailleurs, à prendre position pour l'égalité. Alors, il faut trouver peut-être la bonne mesure, parce qu'à l'inverse du président du comité olympique, Sébastien Coe, que tout le monde connaît, s'est montré favorable à des manifestations, mais des manifestations respectueuses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut établir un code de bonne conduite pour la protestation aux Jeux olympiques. C'est ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'effectivement, toute chose commence par une discussion.
C'est-à-dire qu'on peut avoir des manifestations qui dénoncent les inégalités, mais que les choses soient cadrées. Ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est ce qui s'est fait aussi à travers la NBA. C'est-à-dire qu'il y a eu des décisions, ce qui peut être fait, ce qui peut être dit, et on discute et on finit par trouver une façon intelligente de faire passer un message. Je pense que ça, c'est très important. Donc, c'est comme dans une discussion entre patronat et syndicat, il faut s'asseoir et trouver les modalités de l'expression. Vous savez, je pense que c'est comme entre deux individus. Pour avancer intelligemment, ça commence par une discussion. Voilà. Et c'est vrai que malheureusement, nous sommes dans un monde où aujourd'hui, la discussion n'est pas la chose la plus appréciée, en fait. C'est-à-dire qu'on nous emmène à avoir des avis contraires et très souvent, on ne prend pas le temps de s'asseoir, d'écouter l'autre et pour voir comment on peut changer les choses ensemble. Vous demandez aux sportifs de s'engager. C'est difficile de s'engager, Lilian. Et prenons votre cas. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, hein, La pensée blanche. Vous avez été récemment au centre d'une polémique. Vous en parlez, page 247. Vous parlez de supporters italiens qui vous avaient pris à partie, qui avaient poussé des cris de singe. Et que s'est-il passé? Racontez-nous un peu ce qui s'est passé avec ces supporters italiens et ensuite la polémique qui en a découlé. Bah, écoutez, en fait, il y a un journal italien qui m'a interviewé sur le racisme dans le football. Et je leur disais, mais en fait, pour comprendre le comportement de ces supporters, il faut connaître l'histoire. C'est-à-dire que depuis des siècles, on a construit l'idée qu'il y a une race supérieure, la race blanche. Et donc, ces supporters-là, en fait, sont dans cet inconscient-là. Ils se pensent supérieurs parce qu'ils sont blancs. Et ils font le bruit du singe parce que, historiquement, on a placé les hommes noirs près des singes parce que c'était le chaînon manquant entre le singe et l'homme blanc. Et donc, ce n'est pas anodin le bruit du singe. Et je pense qu'il y a des journalistes français qui n'ont pas lu l'article et ça a fini par sortir. Thuram dit que les Blancs se pensent supérieurs. Voilà. Mais ce n'est pas quelque chose qui me surprend. Ce n'est pas quelque chose qui me déstabilise. Parce qu'effectivement, je pense que nous vivons dans une société aussi, il y a des personnes qui veulent faire des polémiques. Voilà, c'est comme ça. Et très clairement, je voulais en venir là, puisque vous parlez de cette pensée blanche dans votre livre, et j'encourage d'ailleurs tous les auditeurs là, en ce moment de le lire parce qu'il est vraiment intéressant. Mais Lilian, il n'y a pas de racisme aux Jeux Olympiques. Pendant la trêve olympique, pendant 15 jours, il y a quelque chose de fabuleux. Moi, j'ai le souvenir des Jeux Olympiques de Londres. Je me promenais aux abords du village olympique. Il y avait toutes les nationalités, on entendait parler toutes les langues. Et il y avait quelque chose de fabuleux. On a l'impression que le temps était suspendu et s'arrêtait. Il n'y avait pas justement ce racisme que vous avez pu connaître, que j'ai pu connaître, que d'autres ont pu connaître. Il y a quelque chose de particulier pendant les JO. Bah, tout d'abord, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, ou ce que tu es en train de dire. En fait, donc ça veut dire que les Jeux Olympiques seraient un moment de pur bonheur et il ne faut pas parler de ce qui est avant les Jeux Olympiques et après les Jeux Olympiques. Ça n'a pas de sens en fait. C'est-à-dire, je pense que nous vivons dans des sociétés malheureusement où encore une fois, il y a des inégalités et ces inégalités, il faut tout le temps les dénoncer. Tout le temps. Et moi, ce qui me surprend lorsqu'on parle des Jeux Olympiques, c'est lors des Jeux Olympiques de 1936, par exemple. Ben, il y a eu combien de pays qui ont boycotté les Jeux Olympiques de 1936? Il y a combien de pays qui ont boycotté les Jeux Olympiques de 1936? Ok, 0. Donc, vous voyez bien que si vous attendez des institutions pour faire changer les choses, on voit que les institutions, en règle générale, mais ne sont pas les premières à vouloir changer les choses. Voilà pourquoi il faut demander aux athlètes d'être conscients du discours qu'ils peuvent porter et des messages qu'ils peuvent porter. Regardez par exemple, je crois que c'est les Jeux Olympiques en 72 de mémoire, de Tommy Smith et John Carlos. Ok, 68. Ok, merci. Et bien effectivement, sur le moment, on les a condamnés, mais ils ont fait avancer l'égalité. Sur le moment, on les a condamnés. D'ailleurs, on a condamné les trois, parce qu'il y a aussi l'Australien qui a été condamné par son pays. Et je pense que nous devons avoir, sportifs, le courage d'être éduqués par ces
ces sportifs qui ont fait changer la société, qui ont rendu meilleure la société. Et donc, voilà pourquoi il faut éduquer les sportifs et dire aux sportifs, vous avez le pouvoir de rendre la société meilleure. Voilà. Mais au lieu de parler d'institutions, ne faut-il pas parler des hommes? Parce que quand vous évoquez Matt Norman, qui était le 3e sur le podium à Mexico, qui a été empêché par le comité olympique ensuite de participer en 1972 aux Jeux olympiques de Munich, a été invité par le comité olympique américain aux Jeux olympiques de Sydney, alors que sa fédération l'avait oublié. Donc c'est une institution qui avait décidé de le replacer dans l'histoire. Oui, mais c'est une institution qui avait aussi puni les athlètes américains. N'oubliez jamais ça. Donc, les institutions évoluent parce que les athlètes les obligent à évoluer. Vous savez, moi, j'ai été joueur de foot. Nous aussi, au sein de la fédération, on a obligé la fédération à changer sur certaines choses. Et ça, c'est très important. Et très souvent, on n'éduque pas les jeunes générations à comprendre qu'il y a toujours une lutte pour l'égalité. Et ce sont les acteurs, très souvent, qui peuvent faire changer la société. Parce que comme nous sommes dans une société de business, c'est-à-dire que le foot, en règle générale, c'est un monde de business. Donc, ça veut dire que quand vous avez les athlètes qui revendiquent un changement, c'est très compliqué de ne pas aller dans leur sens. C'est très compliqué. Et donc, voilà pourquoi il faut éduquer les sportifs, notamment les sportifs de haut niveau, en fait, pour qu'ils aient conscience qu'ils ont la capacité à changer la société, à les rendre meilleurs. Mais ça, c'est par une prise de position. Et pour prendre position, il faut connaître l'histoire. Et voilà pourquoi il est intéressant de connaître l'histoire des mouvements et des sportifs qui ont fait changer la société. Bon, bien évidemment, lorsque vous êtes pionnier dans un sujet, parfois, vous vous prenez des coups. Ça, c'est sûr. Mais plus vous êtes nombreux, plus les choses avancent rapidement. C'est pour ça que cette journée est vraiment très intéressante et exceptionnelle. Un grand merci à Nicolas Mancel, Pascal Blanchard et tous les historiens qui ont travaillé pour l'organisation de cette journée. Moi, je me souviens de notre rencontre en 2005 à Turin pour le documentaire Noir Mémoire que je co-réalisais pour Arte et France 3. Et vous me racontiez l'histoire de ce policier qui vous avait arrêté à la gare de Turin parce que vous étiez noir. En fait, il a arrêté tous les noirs. Et quand il vous a reconnu, il a changé de comportement. Il vous a libéré du contrôle. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, l'image du sportif? Tout d'abord, ce n'est pas l'image du sportif, c'est le fait d'être reconnu ou pas. Parce que vous pouvez être un sportif, mais ne pas être reconnu. Et donc, on vous enferme dans votre couleur de peau. Et effectivement, j'arrivais de Paris, j'arrive à la gare de Turin. Et là, je me dis, tiens, c'est incroyable, il y avait 4-5 policiers. En fait, ils n'arrêtaient que les personnes noires. Et donc, il y a un policier qui arrive et il me demande vos papiers. Et moi, je lui dis, écoutez, la prochaine fois, vous savez ce qu'il faut faire. Vous faites une file où est-ce que vous écrivez les noirs. Donc, nous, on sait. Comme ça, on passe là et il n'y a pas de problème. Et lui, il me dit, non, mais attendez, commencez pas à ces choses-là et tout, en italien. Je dis, si, regardez, là, vos collègues, ils arrêtent que les noirs. Donc, en fait, moi, je pense que la meilleure des choses, c'est que vous faites une file avec marqué les noirs. Et nous, on sait et on passe là. C'est beaucoup mieux, en fait. Bon, effectivement, moi, je joue à ce jeu-là parce que je sais que je m'appelle Thuram, je sais que je joue à la Juventus de Turin et je sais qu'au moment où je vais montrer mon passeport, les choses vont se calmer. C'est-à-dire que j'ai ce pouvoir-là, en fait. Je peux jouer à ce jeu-là parce que je sais qui je suis. Voilà pourquoi je pense que les sportifs de haut niveau doivent aussi comprendre qu'ils ont un rôle à tenir dans la société. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se défendre. Vous avez l'opportunité d'être sportif de haut niveau, d'être connu. Donc, vous pouvez mettre sur la table des problématiques que d'autres ne peuvent pas. Et donc, lui, quand je lui donne mon papier, et mes papiers, il me dit « Ah merde, oh, ok. Bon, avancez. » Parce qu'il a vu marquer Thuram. Donc, comme en règle générale, en Italie, les gens adorent le foot. Donc, il a fait le rapprochement tout de suite. Voilà. Là, on parle d'un joueur de foot comme vous, champion du monde. C'est-à-dire que c'est un sportif hors norme. Les Jeux Olympiques, ce sont des sportifs de haut niveau qui n'ont pas votre popularité, qui n'ont pas votre statut. Ça dépend quel sportif. Hein.
Oui, mais vous prenez les athlètes, les nageurs, les judokas, les taekwondistes, et cela démontre aussi la difficulté de s'engager, aussi l'autocensure qui invite au silence. Est-ce que vous pouvez comprendre la difficulté de s'engager quand on n'a pas votre popularité, quand on n'a pas votre statut, Lilian? Non, moi je pense que c'est pas la notoriété en fait, c'est la non-connaissance de l'histoire. Très souvent, je pense que lorsque vous connaissez l'histoire, eh ben, ça vous libère, ça vous donne euh, le chemin à suivre, puisque vous voyez qu'en fait, d'autres ont fait ce chemin et d'autres qui n'étaient pas plus connus que certains sportifs aujourd'hui. Parce qu'il y a des sportifs qui sont très, très connus aujourd'hui, mais on ne les entend jamais parler de ces sujets-là. Et dans l'inconscient collectif aussi, il y a aussi cette peur. C'est-à-dire que les personnes historiquement discriminées ont intégré aussi une certaine peur du système, parce que le système va leur faire payer peut-être leur prise de position. Parce que historiquement, ça s'est toujours passé comme ça. Et donc, pour dépasser cette peur et pour comprendre qu'effectivement, ce que vous pouvez faire, il faut avoir une connaissance historique sur ces sujets-là. Ça, c'est très important. Et à partir du moment où vous avez une connaissance historique, ben, vous vous mettez beaucoup plus facilement en mouvement. C'est particulièrement émouvant d'entendre ce que vous dites, c'est-à-dire que l'histoire est extrêmement importante pour pouvoir éclairer le monde. Votre engagement est exemplifiant, Lilian, mais est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul? Pas du tout. En tant qu'ancien sportif? En tant qu'ancien sportif, non, 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 je me sens pas du tout seul pour dire la vérité. On pourrait être plus nombreux, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai toujours, ça peut vous paraître bizarre ce que je vais dire, mais j'ai toujours des étoiles autour de moi. Par exemple, moi, j'ai toujours Mohamed Ali autour de moi. C'est-à-dire que je m'inscris dans ses pas. Vous voyez? Et donc, j'ai toujours plein d'athlètes de haut niveau du passé qui sont là. Et je les remercie, en fait, de m'avoir éduqué et m'avoir fait comprendre qu'effectivement, nous devons participer au changement. Nous devons participer au changement. Pour moi, c'est une évidence. Et moi, je reste persuadé que des grands athlètes qui auraient pu faire quelque chose qu'ils n'ont pas fait, à un moment donné de leur vie, ils vont le regretter. Pour moi, c'est une évidence. Par exemple, je ne sais pas, quand vous voyez Pelé, ce qu'il aurait pu faire, je pense que Pelé aurait pu faire gagner, je ne sais pas combien d'années en fait, s'il avait dit certaines choses au moment où il était le roi Pelé. Michael Jordan aurait fait gagner beaucoup de temps si à un moment donné, il avait fait une prise de parole dénonçant certaines choses. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant quand on parle de Michael Jordan, vous avez vu que là, il n'est pas resté silencieux. Ça veut dire beaucoup. OK. Et je pense que chacun de nous, encore une fois, que nous soyons sportifs ou non sportifs, nous ne pouvons pas rester dans la neutralité. Parce que rester dans la neutralité, encore une fois, c'est dire que tout va bien. Et ce n'est pas possible. C'est le cas de Megan Rapinoe, la championne du monde de football américaine, qui la semaine dernière, pour revenir dans l'actualité, a interpellé Kylian Mbappé en lui demandant de s'engager comme elle le fait aux États-Unis pour soutenir la cause de Black Lives Matter. Et pourtant, Kylian s'est engagé sur les réseaux sociaux, lui, cet été. Il a recommandé justement de s'engager pour le mouvement. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à Kylian Mbappé s'il était à côté de vous, face à vous? Bon, je dirais que tout d'abord, il faut s'éduquer sur ces sujets. Je pense que c'est très important. Déjà pour lui, et puis ne pas hésiter à participer au changement de société. Parce que je pense que chacun de nous, encore une fois, que ce soit Kylian Mbappé ou un autre, nous devons rendre la société meilleure. D'ailleurs, dans le livre, je parle de Rapinoe parce qu'effectivement, elle aussi fait partie de ces personnes mais qui vous inspirent, parce qu'elle est extrêmement inspirante. Non, je crois qu'il faut vraiment inciter les jeunes générations, les jeunes sportifs, à connaître l'histoire. Ça, c'est très important. Et à participer au changement de société. Voilà. Mais vous savez, moi, je pense que les jeunes générations auront moins peur que les anciennes générations à participer à ce changement.
Moi, c'est une évidence. D'ailleurs, par exemple, lorsqu'on regarde les premiers joueurs en Europe qui ont mis le genou à terre, ce ne sont que des jeunes joueurs. Hein. Moi, par exemple, j'ai mon fils, le deuxième Kefren, qui a fait pareil lors d'un match avec Nice. Bah, il a 19 ans. Hein. C'est-à-dire que nous sommes des adultes, on éduque les plus jeunes et puis les choses vont avancer. Il nous reste encore quelques minutes. Profitons de ces quelques instants pour entrer dans l'intimité de ce qu'ont vécu vos fils. Est-ce que vous les avez appelés pour le genou à terre? Est-ce qu'ils en ont parlé dans le vestiaire? Comment s'est passé un peu ce moment extraordinaire, notamment Marcus, qui a été l'un des tout premiers à le faire? Alors, tout d'abord, il faut savoir que, par exemple, pour Marcus, en fait, il n'a pas compris ce que ça a déclenché après. Parce qu'il me disait, mais papa, en fait, il y a des journalistes qui voulaient me poser des questions, mais en fait, mais j'avais tout dit, en fait. Et en fait, ils me disent que c'est courageux, mais en fait, ce n'est pas courageux, c'est normal. Ben, qu'est-ce qu'il y a de plus normal d'accompagner un mouvement pour l'égalité? Je pense qu'il faut quand même revenir à la chose la plus simple, en fait. Est-ce que nous voulons que notre société soit plus juste? C'est la seule question. Si on veut que la société soit plus juste, on doit participer au changement. Si on ne participe pas, ça voudrait dire qu'on accepte la société comme elle est. Et donc, moi, je pense que mes défis, effectivement, moi, je ne leur ai pas parlé de ces sujets avant, parce que je pense que déjà, ils sont assez grands pour faire ce qu'ils ont à faire. Mais eux, pour eux, ben, il n'y a rien de… Comment je pourrais dire ça? Ouais, en fait, c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal. C'est-à-dire que ils ne se disent pas, oui, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est normal. Et je pense que ça doit devenir normal. Chacun de nous, nous devons nous poser la question à savoir, qu'est-ce que nous pouvons faire pour rendre la société meilleure? Et pour savoir ce qu'il faut faire, il faut connaître l'histoire des luttes pour l'égalité. Et si vous connaissez l'histoire des luttes pour l'égalité, effectivement, ce sera beaucoup plus facile de vous mettre en mouvement. Et voilà pourquoi il faut s'intéresser à l'histoire. Il faut s'intéresser à l'histoire. Lilian, il nous reste une minute. Nous avons la chance de passer cette journée avec des universitaires, des historiens de renom et de très grande qualité. En quelques secondes, qu'est-ce que vous avez à dire à cette noble et vaste assemblée qui vous écoute là en ce moment? Alors, tout d'abord, un grand merci, un très, 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 très grand merci. Parce que tous les athlètes qui ont pu historiquement se servir de leur notoriété pour changer la société se sont basés sur des études scientifiques. Et si moi, aujourd'hui, j'ai une fondation, ben c'est juste pour essayer de comprendre au mieux le discours intellectuel pour pouvoir toucher le grand public. Donc, un très, très, très grand merci. Et vous savez, c'est pas anodin quand certains politiques essaient de discréditer certains intellectuels. Parce que c'est par la connaissance qu'on fait changer les choses. Et plus les gens sont éduqués, plus ils sont armés pour changer les choses. Et donc, un très, 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 très grand merci, parce que tout d'abord, sans eux, je n'existerais pas. D'accord ? Je me souviens, par exemple, d'un jeune garçon qui était venu à Barcelone et au CCCB et qui racontait l'histoire coloniale et qui m'a interpellé. Je me suis dit, mais attends, il est irrespectueux, cet historien. Comment il parlait de certains sujets. Et je lui ai dit, j'ai pris le temps d'aller à sa rencontre. Il m'a éduqué intellectuellement. Et on a échangé. Et effectivement, c'est une grande chance de pouvoir connaître l'histoire. Et donc, c'est pour ça vraiment, il faut remercier les intellectuels parce que sans eux, effectivement, on ne peut pas avancer. On peut pas avancer. Métavi qui parle de Pascal Blanchard. Un grand merci, Lilian, pour cette demi-heure et ce moment d'échange. C'était passionnant. Merci. Non, merci à vous.